Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour avec Abigail, qui va nous expliquer le libéralisme économique avec tous les détails et la pertinence auxquels on la connaît. Fait que je vais d'emblée la laisser commencer. La vidéo est en plusieurs parties, fait que ça commence par l'idéologie et la violence. Je tiens à remercier grandement Pierre pour ses... je sais pas, ça me dit que tu as donné 40... OK, c'est comme la célébration on-screen 40 bits, puis le 60 bits. Merci pour les 100 bits, Pierre. Merci beaucoup. On commence à avoir des encouragements. C'est très... je suis pas habitué de me faire encourager comme ça, moi, personnellement. Gab, t'es mute, on t'entend pas. J'étais en train d'ajouter ma voix à la célébration. Mhm. Et je t'encourage, t'es capable, Max. Go. Go, t'es capable. Oh, on a un gros emoji ici. Ouais. Je savais pas que. Je savais pas que c'était possible. In the United States of America, I understand that the word liberal means pretty much anybody politically left of Sauron. However, in my country, the UK, we make a distinction between liberalism with a capital L and the left wing, which is even further left than that. Liberalism is a very popular and influential position with a fascinating history. So, in this 4-episode series, we are going to meet the liberals. Part 1. Pure ideology. Liberalism is an ideology. What does that mean? What is an ideology? Well, ideologies determine what facts are important and what actions are acceptable. So, for instance, it is a fact that the sun is 93 million miles away. Okay, that's interesting, and it is a fact, but it doesn't really form the central plank of anybody's political ideology. To political ideologies, that fact, although interesting, isn't really that relevant, whereas other facts would be much more important. For instance, it is a fact that the human species is diverse. We have different body types, skin colours, hair colours, eye colours, all sorts. To a liberal ideology, the facts about diversity might not be very important when it comes to deciding how we build a society. Liberalism tends to say that diversity of peoples and ideas is a good thing, with some exceptions, as we'll be seeing later on. Compare that to a fascist ideology, which might take a fact like human beings are diverse and make it a very, very important fact, and say off the back of it that people who don't fall into certain categories should be treated differently. There we see how the ideology works. It takes certain facts, prioritizes them, and then says, these facts mean that this action is what we should be doing. So we can see that no matter how much somebody insists their ideology is based purely on the facts, that's never the full picture. Nobody's ideology is based on every single fact there is. An ideology determines which facts are the most relevant, even which things get to be called facts, and what actions are okay given the facts it decides to focus on. Interestingly, liberalism often markets itself as not an ideology. Other ideologies, like fascism, often own it, but liberalism has a continuing history of claiming to be neutral, objective, and based purely on the facts. So much so that Francis Fukuyama famously claimed that liberalism was the end of history, the final answer to politics, rather than just another ideology that will someday pass away. Of course, we've seen already that this image liberalism projects is a false one. It is an ideology, and like all ideologies, emphasizes and even constructs the facts that it finds useful. There's nothing more ideological than claiming to not have any ideology. It's pure ideology. It's appropriate that we just mentioned fascism, actually, because that ideology highlights an important job of political ideologies specifically. A political ideology identifies who are the acceptable targets of violence. So fascism might say that violence is acceptable if it's against people who don't meet the definition of whiteness that fascists use. A left-wing ideology like Leninism might say that violence is acceptable if it's aimed at certain oppressive classes. And what about liberalism? Who are the acceptable targets of violence there? Well, here we've hit on something very interesting.
Part 2. Liberty and justice for all? Liberalism often markets itself as non-violent, as essentially benevolent, wanting liberty and justice for all, and those are great ideals to have. But every ideology says that. Everybody believes that they're the good guy, and nobody seriously says, my ideology is incredibly violent and nasty and horrible. Liberalism also markets itself as moderate or centrist, and again, yeah, everybody thinks that their ideas are moderate and sensible, but just saying that doesn't make it so. The devil is always in the details. If we look at the history of liberalism, we notice a trend. It places a lot of emphasis on things like civil rights and freedoms. Great. But if we go back to the founding texts, writers like John Stuart Mill and John Locke, they build explicit exceptions into their systems. And making exceptions to the normal rules is a defining characteristic of liberal ideology in practice. Classical liberals like John Stuart Mill and John Locke wanted liberty, but they made exceptions for barbarians and savage races. It was okay if they didn't have liberty. And the kicker is, men like Mill and Locke were to be the deciders of who is savage. Mill loved the idea of liberty, but he didn't think Indian people. John Locke, c'est aussi celui qui a dit que, tu sais, si les employeurs puis les boss n'étaient pas là pour nous donner de la job, on ferait rien puis on n'aurait rien de toute façon. Fait que même s'ils nous donnaient des peanuts, c'était déjà mieux que rien. Fait qu'on était juste des pauvres ingrats de ne pas accepter les peanuts. Bon, pourquoi qu'on n'a rien, John? Pourquoi qu'on n'a rien? Hein, John? Tu le sais-tu, toi, pourquoi qu'on n'a rien? Tu me le diras pas, hein? John, il y en avait, lui, par. Ça doit être la main invisible. Ouais, c'est ça. Pourquoi toi, t'as quelque chose puis moi, j'ai rien? C'est ça. Hein? Tu vas-tu nous dire ça, John? Should be at liberty to run India, at least not until British people had taught Indian people how to run India properly, where properly was A, to be decided by the British conveniently, and B, basically meant in a way that allowed Britain to profit, also conveniently. Locke did the same thing with indigenous Americans and Canadians, as we've discussed on the show before. This practice of making exceptions doesn't just appear on the pages of philosophy, but also on the pages of history. For instance, the founding fathers of the USA preached liberty and justice for all, but we know that they made some exceptions to all because they also owned slaves. One thing my country's very good at doing today is preaching all kinds of freedoms and nice things for people, but denying those same things to immigrants. The fact that somebody is an immigrant is deemed to be very morally relevant, and so apparently legitimizes certain kinds of behaviors towards them, like imprisonment without trial, that otherwise would be against the rules. There we see liberal ideology in operation, making exceptions to the ordinary rules in order to justify violence against somebody on the basis of some fact that it thinks relevant. Mais tu sais, quand je disais que le fascisme, ça commence quand tu tries les gens, là, ben c'est ça, c'est là que le libéralisme commence à mettre un pied dans le fascisme, puis qu'il y a comme toujours un pied dedans à quelque part, parce que à force de faire des exceptions, à partir, c'est ça l'affaire, c'est qu'à partir de quel moment tu commences tu sais, oui, OK, des exceptions, mais je veux dire, l'affaire, c'est que quand tu décides des exceptions, le choix d'exception semble refléter les intérêts de certaines classes, tu sais, ça a tendance à comme aller ensemble, tu sais, c'est comme le... C'est drôle, hein? Ouais, c'est drôle. C'est souvent là que ça... C'est drôle que ceux au pouvoir font des règles qui avantagent ceux comme eux autres. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. J'aurais jamais pensé à ça. J'aurais jamais pensé à ça. J'aurais jamais cru que dans des communautés humaines, tu as une telle tendance. En tout cas. Pure ideology. Incidentally, it's important to realize that although all political ideologies legitimize violence somewhere and all claim to be moderate and objective, that doesn't mean they're all the same or all equally good choices. It just means that it's not enough to believe the marketing. You've really got to dig down into an ideology and understand its guts to decide whether it's for you. Part 3. You're on your own. So we've said that liberalism is an ideology and that despite its marketing, it often makes exceptions to its own rules. Okay, what else can we say about it? What else does it mean to be a liberal? Well... Que dire d'un système dont la principale caractéristique, dont le
le driving matter, c'est de faire des exceptions à ses propres règles. Que dire de l'intégrité d'un tel système? Tu sais, je peux comprendre qu'à un système de règles, il existe des exceptions. Mais quand faire des exceptions, c'est ton matter. Il y a comme un layer de plus. Là, tu sais. Ouais, ça, Uh, t'essayes de passer un peg de forme triangulaire dans un trou de forme ronde. Là. C'est ça. C'est pour ça que, genre, le libéralisme a pour mission d'expliquer l'inexplicable, là, c'est-à-dire pourquoi que la domination des riches, finalement, est une bonne chose pour tout le monde. Là. Fait que, à partir de là, tu pars avec une contradiction. Là. Fait que les autres contradictions en t'en allant, c'est pas grave. T'sais. Ouais, c'est ça. liberalism is often quite individualistic. What do we mean by that? Well, a shallow take would be that liberals view people as individuals. The reason that's a shallow take is because, yeah, everybody thinks that. No matter what their ideology is, everybody agrees that people are individuals. What we mean then is that liberalism says when we look at a society, the units we should be using are the individual. Ça, là, c'est quelque chose là, qui est bien souvent là, qui est utilisé comme argument pour nier l'existence de phénomènes de groupe. Combien de fois je me suis fait servir cet argument-là? Le meilleur exemple que je peux te donner de ça, c'est justement, comme on parlait tantôt, le slogan Hey Cab. Tu sais. Tu te l'expliquais toi-même, Gab, que tu sais, être un bâtard, c'est une job. Tu sais, c'est ça la job qu'on t'a demandé par la société. Puis que ça n'a pas, pas nécessairement un rapport avec, on va dire, ta valeur en tant que personne, entre guillemets. Tu sais. Tu peux être un bon Jack au barbecue de famille, puis pas être un trou de cul, puis pas envoyer chier le monde. Tu sais. Mais ta job, c'est d'être un bâtard. Tu sais. C'est ce que j'appellerais un phénomène de groupe. Tu sais, dans le sens que, mettons, quand on dit que la police, c'est raciste. Là, il y a du monde qui vont dire ouais, mais c'est pas tous les policiers qui. Ouais, mais c'est pas grave. La position de la police, elle sera pas le résultat de l'espèce de melting pot, de l'espèce de volonté commune de chaque policier. Non, il va y avoir un ordre en haut. Ils vont donner l'ordre que c'est ça la position officielle du département de police, parce qu'il y a quelqu'un qui a été nommé pour ça. Puis lui, il est là s'il veille aux intérêts de la classe dominante. Puis s'il veille pas, ben, ils vont le remplacer. Puis c'est une organisation hiérarchique. Fait que dans une organisation hiérarchique, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas les individus qui. C'est de dire, je suis totalement d'accord que c'est pas tous les policiers qui ont tel ou tel préjugé ou whatever quoi. Mais le fait est que l'existence de ces policiers-là ne change absolument pas l'effet, la mission, puis le rôle de la police au sein de la société. Ça reste encore la même chose. Ça n'a aucun effet. Puis ça, c'est sans compter le fait que la minute qu'il va y avoir la moindre remise en question de cette espèce de cette norme sociale-là, j'irais même pas jusqu'à dire de règles, parce que ça n'a même pas besoin de se rendre jusque-là, tellement c'est socialement enforcé. Tu sais, on parle de social enforcing, et regardez comment les choses sont socialement enforcées au sein de la police. Dans une organisation hiérarchique, là, tout est socialement enforcé à côté. Là. Puis plus c'est hiérarchique, plus c'est socialement enforcé. Chacun connaît sa place, chacun connaît son rôle, puis ils peuvent tous se dire, ben c'est ma job, ben c'est mon rôle, parce qu'il y en a tout un en bas à gérer, puis un en haut à gérer. Faut que tu gères les ordres de celui qui vient d'en haut, puis tu gères l'obéissance de celui qui est en bas. That's the way it works. C'est le propre des hiérarchies. Mais t'expliques ça à quelqu'un, puis ouais, mais c'est pas tous les policiers. Ouais, mais quand même, c'est pas tous les policiers. C'est justement, c'est ça un phénomène de groupe. C'est que ça va se produire, même quand c'est pas tous les 1 qui 1. Même quand c'est pas tous les X qui Y, tu sais. C'est ça un phénomène de groupe. Mais, à force de propagande libéralo-capitalisme, ben, on en est venu qu'à penser qu'il y a juste des individus, puis que, tu sais, on est tous libres de faire nos choix, puis, tu sais, si on a de la merde dans la vie, c'est parce qu'on n'a pas fait des bons choix, puis, tu sais, parce qu'évidemment, l'égalité des chances, c'est quelque chose qu'on a atteint, hein, évidemment, tu sais.
Moi, puis toi, puis Elon Musk, on a eu les mêmes chances quand on a starté dans la vie. On avait le même compte en banque, le même support de nos parents, le même. Euh, whatever. Tu sais? Le système, dans le système libéral, l'incentif est pour faire des personnes, des individus qui prennent des décisions rationnelles en faveur de leur self-interest. C'est ça qui fait, dans le modèle libéral, c'est ça qui fait marcher la société, l'économie, etc., etc. Mais tu sais, quand le puissant, il a le droit de te tromper ce qu'il veut parce que c'est comme il veut, quand c'est dans son self-interest, c'est quoi la perception que tu as de ton propre interest? Je veux dire, nul. C'est ça. C'est même pas une considération, à moins que le monde a besoin d'apprendre ces choses-là, genre avant de réaliser que c'est pas juste comme l'œuvre de Dieu que Ah ouais, non, mais dessus de ta tête. Là. aujourd'hui, pour prendre une décision politique minimalement éclairée, il faut quasiment que tu aies fait une thèse de doctorat, c'est épouvantable. Ou bien il faut que tu lises des journaux, des livres, puis ça, non-stop, tu sais, Ouais, ça prend pas Ouais, genre. puis j'ai dit minimalement éclairé, là. J'ai Pour pas dit, réaliser ses intérêts de classe, ça prend pas Ouais, c'est ça. tant Ouais, d'éducation que ça. Là. Ça ouais. prend juste genre Ouais, une personne pour te le dire, genre. Ouais, mais j'aime bien ça, ta phrase, réaliser ses intérêts de classe. Ça rend la tâche plus simple, ça, parce que c'est quand même plus cernable, ça, au travers de, me semble. Ouais, ben c'est pas comme c'est pas comme changer le monde. Là. Ça, ou Quoi, écouter qu'est-ce qu'elle a, l'auberge du chien noir? J'ai-tu manqué un bout que c'était woke? je comprends pas ton analogie à de quoi, moi non plus. Je comprends pas ta référence. Je sais que c'est un téléroman qui est passé à la TV des années. Ouais, mais il me semble que des- c'est des gentils patrons, justement. C'est ça l'histoire. Genre, Ok. tout le monde. Ils sont tous des amis avec, genre, même les employés propriétaires de la place, puis ils sont tous super gentils. Là, je me rappelle. Ah, ouais. Ah non, le propriétaire, c'est le chien. Le chien, c'est un bourgeois. Wow. Ça serait écœurant comme histoire. Ici, on a un chien anarchiste. Et cosmopolite. Le papy bourgeois. Ok, si tu as le temps d'écouter des séries télé, tu as le temps de te renseigner. Ouais, c'est ça. On cherchait vraiment trop loin, nous autres. Là. Ouais, c'est ça. Parce que je suis sûr qu'il me semble qu'il y a un sous-texte prolétarien quelque part dans l'auberge du chien noir. Faudrait que je le réécoute. Wow. On va passer ça. Prochain cinéma dessus. L'auberge du chien noir, malade. Make, we describe a society as basically a collection of individuals, and when we explain what happens in a society, the explanations we will give will reference individuals. Moi, tu vois, c'est celle que j'aurais tendance à pas écouter, Earthquake, tu vois ce que je veux dire. Margaret Thatcher once famously said, "There is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families." That's a liberal way of looking at the world. Actually, that's a good point. Although Thatcher was a conservative politician, and normally we might think of liberals and conservatives as opposites, in fact, she was still a capital L liberal. She still bought into the individualism, still talked about rights and freedoms but made exceptions in a lot of cases, and still acted as if liberalism was an invisible ideology. She's still what you Là, might ça call a s'applique classical aussi bien au liberal, Canada. as is a lot of the American Republican Party, despite also being small c conservative. Quand on parle ici, là, tous nos partis, c'est des partis libéraux. Même si Oui, c'est c'est ça. les libéraux que c'est le nom de leur parti. Là, les conservateurs au Canada, ils conservent le libéralisme. Là, oui. Puis c'est pas juste ça, c'est que quand on parle aussi de conservateurs puis de néolibéraux de manière interchangeable, c'est pour c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens que présentement, être conservateur par rapport à notre époque aujourd'hui, c'est d'être ultra libéral dans son sens classique là, de la chose, au sens où il l'entendait John Locke là, de tantôt. Là, John, en gros, là, nos conservateurs aujourd'hui, ils sont là. Let's go back to John. John knew. Mais tu sais, John, il y avait, tu sais, comment... on en a un meilleur, John. Ouais, c'est ça, exactement.
Oui, c'est exactement. Effectivement, on en a un meilleur, John. Sondage en cours. Voulez-vous répondre à un sondage? Hey, ça, c'était écœurant, ça. C'est le sondage de l'année. C'est la personne qui répond, peut-être. Probablement le seul channel assez loser pour vous faire un sondage demain. Faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. Compare liberalism's focus on the individual with, say, a Marxist J'attends les which résultats might du say that when we sondage look at a avec society, impatience. we should understand it in terms Je of veux savoir class ça. and how different classes conflict. Or a fascist ideology again, which says that we should understand society in terms of a superior white race struggling against inferior other races. There's one last big feature of liberalism, and that is capitalism. And we're going to be learning all about that in episode 2. In this episode, we've learned that liberalism is an ideology and what that means in terms of the violence it legitimizes and the facts it deems relevant. We've also seen that it markets itself in a certain way, but it makes exceptions to its own rules sometimes. If you'd like to learn any more, there's a whole bunch of recommended reading in the doobly-doo. If you liked today's lesson, I have a tip jar at paypal.me/philosophytube. Think of it like me putting a hat round at the end of the lecture. Or patreon.com/philosophytube is where you could make a monthly donation to help me keep making videos like this one. And don't forget to subscribe. Bon, ben, c'était l'antipode pour cette semaine. Merci. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Non, heureusement, il y a une partie 2, une partie 3, une partie 4 et même une partie 5 à ça. Je ne sais pas si on va regarder la partie 5 là, parce que c'est des réponses à des commentaires. Ouais, ben, des fois, ça peut être intéressant. Moi, je pourrais être curieux. On checkera si on a le temps. Ouais, c'est ça. Disons juste que je l'ai mis si on a envie de le regarder. Ça, c'était dans le temps que la mode sur YouTube, c'était de faire des vidéos de 10 minutes, pas plus. Ouais. Fait qu'on s'enligne. Une toute autre époque. Ouais, effectivement. Fait qu'on enligne ça. Capitalism and History. En tout cas, vous voulez mettre l'option « Je ne crois pas au sondage ». Ah ouais, il faudrait vraiment. Welcome back. In episode 1, we talked about liberalism as an ideology and what ideology means. I strongly advise watching episode 1 before watching this video, otherwise it might not make a whole lot of sense. In this video, we're going to be talking about liberalism's relationship to that curious phenomenon that is capitalism. Part 1. Money! It's crime! Capitalism, a little bit like liberalism, is one of those words that it's sometimes difficult to pin down, even though we might think we have a rough idea what it means. To a lot of people, capitalism just means, well, this. The economic system we have now. And yeah, that's a start, but really the economic system we have now is an example of capitalism. We're interested in what capitalism fundamentally is. We can say that capitalism has things like free markets, private ownership of machinery, land and tools, a focus on profit and people working for wages. But again, those are just features of it that can be present in a greater or lesser degree. What's the core of capitalism? I'll walk you through an example. Let's say you've got some money and you invest it in buying some wood and employing some labourers. The labourers put their time and labour into the wood and they increase its value by carving it into a chair. Because it's now increased in value, you can sell it for profit, and you keep the profit for yourself rather than give it to the people who actually put the work in. Instead, you pay them in wages, and the wages are always less than the total profit that actually gets made. Otherwise, you wouldn't get anything back on your investment. The money you originally invested is called capital. Hence, you are a capitalist. And that, the investment, wages, capital relation, is the core of what we call capitalism. But actually, the picture's a little bit bigger than that because we missed a lot of things out. Like, where did you get your money in the first place? Did you inherit it? Did you steal it? Did you win it as a prize? Where did your workers come from? Are they black, white, male, female? What led them to work for you specifically? Where did you get your wood from? Was it cut down sustainably by well-paid lumberjacks, or was it chopped by slaves? And if there are 40 different chair factories in town, the answers to these questions might be different for every single one of them, but they're all still capitalist factories.
That's why, in their book How the West Came to Rule, the authors define capitalism not just as that investment, profit, wages relationship, but also everything, all the social and economic and political factors that sustain and reinforce that practice, which is a whole lot. Part 2. The English Civil War. To understand why capitalism and liberalism are so linked together, we need to go back in time to before either of them were invented. In the days before capitalism, strange as it might seem now, a lot of land wasn't owned by anybody. It was what they called common land. The family was the main unit of society, so you and your peasant family might farm the common land in order to survive. If you were a very wealthy family, maybe even a royal family, maybe you wouldn't need to farm the common land because you've got a lot of money already that either you or an ancestor stole, probably in a war, from somebody else. Then this new thing starts happening called enclosure, where rich people start fencing off the common land and saying that they own it. Nowadays we might call that stealing, but then I suppose nobody owned the land, so maybe we can't call it that. But regardless, you and your peasant family in your village go down to the common moor one morning and find that there's men with swords there now saying that you can't use it anymore, so you've lost the only means you have for feeding yourself. Great. So now, you can't work for yourself as much anymore. You have to work for somebody else in order to survive, working on their land, fighting in their armies, or, when the Industrial Revolution eventually happens, paid for by all that slavery and colonialism we're about to be doing, you'll be able to get a job in a factory. As a result, society becomes more atomized, and the individual labourer who must go to where the work is and work for somebody else becomes the unit of society. And hey, that's the transition from feudalism to capitalism. Now we have free market, we have the investment profit wages relationship, we have individual labourers who have to work for somebody else in order to survive, and all that other good stuff we talked about. All of this, by the way, is a very quick, simplified, and Eurocentric story. If you'd like to know more about the invention of capitalism, there are recommended readings in the description, but you get the rough picture. This transition between feudalism and capitalism was hugely sped up by the English Civil War. Parliament, which was made up of rich white dudes that very few people actually voted for, got upset because Charles I was running the country on his own and starting to look like a bit of a tyrant, at least from where they were sitting. Eventually, the tension broke out into an incredibly bloody and fascinating war with Parliament's forces, led by Oliver Cromwell, fighting the king. The war ends in 1649 with Charles I having his head cut off and Parliament winning. And oh my god, the king is dead! All kinds of new ideas about how to organise a society start getting thrown out there into the public space, because a lot of people suddenly get the idea that the king's dead, anything goes, we can build whatever kind of society we want. Some people even start saying, hey, why don't we have religious freedom so that we don't have so much war all the time? Why don't we bring back the common land so that nobody has to be poor? And actually, why don't we give everyone a say in government this time around? One group, called the Diggers, even invent a form of anarchist socialism hundreds of years before Marx is even born. Was the earth made to preserve a few covetous and proud men to live at ease, to bag and barn up the treasures of the earth from others, that these should beg and starve in a fruitful land? Divide England into three parts. Scarce one part is manured, so that here is land enough to maintain all her children. Yet many starve for want or live under a heavy burden all their lives. And this misery the poor have brought upon themselves through lifting up particular interests by their labours. The earth, sirs, was made to be a common treasury for all. And a lot of these new hopeful radicals fight in Cromwell's army, thinking that once the king is gone, they'll get the chance to build a better society. But when Charles is out of the way, Cromwell says, hey, how about instead of all that freedom stuff, you! He turns around and executes most of the people who really wanted serious change and establishes his own government of rich white dudes who want to be filthy rich white dudes, also let's do slavery a lot more and commit atrocities in Northern Ireland. Suddenly, the rich white landowners in Parliament are in charge of everything, and there's nobody standing in their way stopping them from stepping up slavery, stepping up colonialism, stepping up capitalism, and generally trying to make as much money as possible. Even when Charles's son, Charles, eventually becomes king again, Parliament keeps all their new powers, and capitalism is well and truly let off the leash.
Part 3. The world's longest running marketing campaign. So there's this contradiction in 17th century Britain between lots of people suddenly getting great new ideas about freedom and the desires of rich white landowners to absolutely stop that freedom from happening because it means they won't be rich anymore. And in 1690, the philosopher John Locke writes a book that embodies this contradiction. And he says, hey, do you know what would be a great idea? If governments could only be established with the consent of the people. Terms and conditions apply, offer not available to slaves, women, indigenous Americans, or anybody who doesn't own property. Side effects include slavery, genocide, colonialism, and imperialism. And hey, look at that! Individualism plus an emphasis on freedom, but with blatant exceptions when it's profitable. Liberalism is born. And a bunch of slave owners decide to take John Locke's ideas and pretty much build a whole new country out of them, called the United States of America. Because of the period of history at which it emerged, liberalism basically takes capitalism as a given. Remember in episode 1 I said that ideologies exist in order to justify violence? Well, a lot of the violence that liberalism legitimizes is the violence that keeps capitalism going. So, in the USA, the Founding Fathers made exceptions to their rules of liberty for slaves, because slavery kept their economy turning. John Stuart Mill made exceptions to the rules of liberty for colonialism, when colonialism was keeping the British Empire's economy turning. Nowadays, my government makes exceptions to the rules for the human rights of immigrants, whose labour keeps our economy turning. From the very beginning, liberalism was designed to reconcile this vision of a better, freer world with the fact that the English Revolution essentially failed to bring that world about, and instead just gave power to rich people so that they could use capitalism to get even richer, with all the violence that that entails. Incidentally, Cromwell's statue is still outside Parliament. We're moving now towards the modern age, and in episode 3 we're going to be talking about liberalism and capitalism's latest incarnation, neoliberalism. In this episode, we've learned about the histories of liberalism and capitalism and how they go together. If you liked today's lesson, I have a tip jar at paypal.me/philosophytube. Think of it like me putting a hat round at the end of the lecture. Or patreon.com/philosophytube is where you could make a monthly donation to help me keep making videos like this one. And don't forget to subscribe. Et on enclenche pour la partie 3. Le bout d'histoire, Ouais. on n'a pas fait de commentaires là, pendant qu'il en parlait, là, mais le bout d'histoire qu'il a décrit, là, la guerre civile d'Angleterre, là, le Cromwell et toute l'équipe, c'est vraiment super intéressant. Il faudrait revenir éventuellement. En tout cas, spoiler, la tête de Cromwell est encore exhibée quelque part, je me rappelle plus. Là, mais c'est vraiment drôle. Là. Genre, c'est qu'ils l'ont haï, lui. C'est qu'ils l'ont haï. Là. Ouais, non, mais tu sais, écoute. C'est comme un genre c'est un exemple de comment que l'État genre va renier sa propre histoire en l'absorbant. Genre. Ouais. C'est la meilleure affaire que je peux le décrire, là, la replier sur elle-même, puis c'est ça, c'est du lamp shading. Là, fait que, non, mais écoute, bref, la tête à Cromwell est encore exposée quelque part. De toute façon, tu sais, c'est ça, on n'a pas commenté bien gros parce que tu sais, l'histoire c'est déjà décrit, puis Abigail elle nous le décrit tellement simplement. Ouais. Puis genre le groupe qui décrivait genre là, dans le petit bout avec le vidéo là, genre c'est comme des proto-syndicalistes, genre mais comme vraiment longtemps avant là, c'était vraiment super avant-gardiste et ils sont tous morts. Voilà. Mais ouais, évidemment. Non, mais je veux dire, ils sont pas morts à cause de leur belle mort, à cause du temps. Ils ont juste été passés dans le broyeur. Là. Welcome back. In episode 1, we talked about liberal ideology, and in episode 2, we talked about the joint history of liberalism and capitalism. In this episode 3, we're going to be learning about the most important idea you've never heard of, neoliberalism. And I want to acknowledge right at the start that I think neoliberalism is a garbage idea for garbage humans and that it's abhorrent by almost every theoretical and moral standard. So I'm going to try and present what are supposedly the positives, but by all means, take today's video with a pinch of salt. Part 1. The worst of both worlds. Remember in episode 2 we talked about the link between liberalism and capitalism? Well, neoliberalism is like the twisted love child of the two. It likes finance,
It likes low government spending and it likes low taxes. It does not like regulation. It does not like welfare. It does not like trade unions. Vous remarquerez là, que tu sais, les fameuses libertés là, du libéralisme, comme la liberté d'association, là, c'est drôlement plaisant, tu sais, quand c'est genre des clubs privés de patrons, puis de politiciens, tu sais, des conseils du patronat, des choses comme ça. Mais quand c'est des syndicats, soudainement, la liberté d'association, là, il y a moins ça. Tu sais. C'est pas bon pour l'économie. Puis les Teamsters, c'est quoi ça? C'est quoi? C'était juste une des plus grosses unions. Ah, ok. Ouais. Beaucoup les truckers, mais ça a d'autres aussi. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est ça, la liberté d'association, quand c'est pour les. Pour les... Tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, ça semble servir l'intérêt des classes dominantes, mais tu sais. C'est drôle quand c'est l'association de gens qui sont au top de l'échelle sociale, ça dérange pas, ça. Ça peut même ne pas être parlé, ça peut se faire sous des portes closes, puis ça dit bon. Mais quand c'est des travailleurs, par contre, là, par exemple, pour avoir un rapport de force, là, ben, ça devient un problème. Il y a des leçons que le modèle avait appris à la dure encore, comme Don't fuck with unions. Là. Genre, il avait absorbé certaines leçons, en fait, des guerres du labor. Puis, genre, le travail du néolibéralisme, c'est de défaire toutes les choses qui ont été apprises par le libéralisme, genre, qui le rendait un peu plus vivable. Genre, ben là, c'est chiant, ça coûte trop cher, c'est compliqué, ça nuit au flot des ressources et du capital. Fait que on enlève tout ça parce que ça sert à rien. C'est pas comme si on avait appris ça à partir de leçons vraiment très, très, très concrètes de qu'est-ce que ça fait quand que, genre, la population est tellement appauvrie qu'elle va elle va se révolter ou il va y avoir d'autres conséquences. Le fait que ce qu'on n'investit pas dans la société, ben, ça nous coûte plus cher à long terme. Toutes ces affaires-là, bref, ils ont ou le fascisme aussi, genre, ils ont décidé de faire fi de toutes ces leçons-là et de revenir à l'idée précédente là, de le capitalisme complètement déchaîné. Ben oui. Tout le reste qui est comme subordonné à ça. Là, parce qu'on avait une espèce de modèle du libéralisme avec l'État-providence puis tout le kit. Je veux dire, c'est quand même plus vivable pour beaucoup de monde là, que le modèle qu'on a en ce moment ou vers lequel on s'enligne. Oui, puis tu sais, je veux dire... Rendu là, c'est aussi l'idée que la performance se mesure à un chiffre. Comme si le gain qu'on en faisait. Mettons, on m'a donné un exemple. Mettons, moi, je reçois un service. Là. On n'a pas de problème avec les liens vers les nouvelles dans le chat. Là, mais juste brièvement, quoi qu'il y en ait quoi de la grève? Est-ce qu'ils sont en grève ou pas? Y a-t-il un développement à ce niveau-là? Parce qu'on avait vu, on en a parlé un peu au matinal sur les manigances, là, puis c'était dans le... Il y avait un lockout, je pense, puis c'était comme dans le marasme. Là. Federal Labor Board order rail worker back on the job impose binding arbitration. Tabarnak. Impose Biden administration. Biden arbitration. Non, mais c'est la blague, c'est que Joe Biden a fait la même affaire avec les strikes du railway qu'il y a eu aux États-Unis. Juste avant le déraillement et la potentielle catastrophe écologique de East Palestine. Là. C'est ça. Fait que, en tout cas, je sais pas c'est quel le prochain. Vous avez le droit de faire la grève, mais on a le droit de l'interdire soudainement. Exactement. Comme ça. Fait que, avez-vous le droit, finalement? C'est ça, exactement. C'est ça. Puis, je veux dire, en tout cas, les conséquences la dernière fois qu'ils ont fait ça, ben, ça a été encore, je le répète, East Palestine et plutôt lac mégantic. Fait que je sais pas c'est quoi le prochain village qui va se faire exploser par les railways, mais écoute, ils ont notre sympathie d'avance. Là. Me semble qu'il y a du monde de même que t'as pas envie de faire chier, je sais pas pourquoi. Moi, je dis toujours, tu fais jamais chier le gars qui a une épandeuse à fumier parce que tu peux te réveiller le lendemain matin avec une montagne de merde par-dessus ton char. Oui, mais je veux dire, ben, jusqu'à les trains à cette heure qui sont forcés de travailler, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Ouais.
C'est dur de faire de l'action directe avec des trains. Ouais, non, mais. Comme ça, c'est un Non, dissent, ces mais c'est affaires. pas ça, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas niaisé, en tout cas, Non, parce que. non, mais je On en parlait jeudi, puis là, c'est réglé. Non, lundi. mais je parle pas de faire un quelconque acte violent, whatever quoi, mais tu fais juste. C'est juste la quantité de marchandises qui est transportée par un train. Si tu fais juste décider que tu le moves plus, ton train. Là. Ouais, c'est ça, mais là, je veux dire, est-ce que c'est forcé, ça veut dire qu'ils vont les faire bouger les trains avec la police. Ils vont faire rentrer les trains à l'heure, comme on dit. Ouais, mais c'est. Ouais, non, mais Mais c'est au ça. moins, Non, mais c'est. au Non, moins, les trains vont rentrer à l'heure. ouais, non, mais je veux dire. Je sais pas dans quelle mesure les trains, c'est considéré service essentiel, là, mais je veux dire. Si, mettons, là, ils Ben, ça décident- a l'air que oui, parce qu'ils viennent de Ouais. forcer. Parce que je veux dire, sinon, je veux dire, s'ils décident là, que les trains, s'ils décident qu'ils ils font rien, là, je veux dire, s'ils décident qu'ils obéissent pas au décret, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer l'armée? Ouais. Je veux dire, je sais pas, là. Non, mais je veux La dire. dernière. Historiquement, ils envoyaient des fâches, là. Ouais, non, mais c'est ça, je veux dire. Mais je pense à c'est rien qu'à ça que je pense, en fait. Ouais. Ça- Mais ce que je veux dire, c'est que là, concrètement, ce que je veux dire, c'est que, mettons. Ben, je veux on va dire, moi, je me ba- permettrais by pas the de. book. Ouais, non, Je me, pe- mais je je me me demande. permettrais. Je vais juste lancer la question. Je me demande, by the book, quand il y a un décret comme ça, si, mettons, le syndicat, il décide qu'il le fait pas, là. C'est Ben quoi? là, ça devient une grève illégale. Ouais, c'est ça. Puis ça devient quoi les mesures acceptables dans un cas comme ça? C'est quoi? C'est la police, Ben, c'est l'armée, c'est la ça peut c'est potentiellement aller l'arrestation. jusqu'au l'acte des Ouais. mesures d'urgence, là, d'après moi. Là. Ouais, c'est sûr que ça doit dépendre du domaine dans lequel ils font la grève, là. Les trains, je sais pas. Hein. J'avoue que l'approvisionnement de certains gogos, ça peut. Ben, je veux dire, s'ils sont capables ça de peut forcer paralyser un l'arbitrage, pays sont solide. capables de enforcer le forçage de l'arbitrage. Sinon, ça serait juste des paroles creuses. Je sais. Ouais, hein. En tout cas, je ne vais pas prognostiquer la réaction des syndicats par rapport à ça. Fait que, en tout cas, bref, c'est à suivre. Là. Les manigances qui dit outrage, dissolution de l'unité de négociation, surtout. Ok, ouais. Ouais, ok, c'est ça que ça fait, ouais. Ouais, c'est C'est probablement plus dur d'accéder à leur fonds Ouais. de grève aussi, etc. là. La crise du logement, on s'entend que les riches sont morts de rire, plus les travailleurs pas à se payer des maisons. Je me demande si c'est pas leur but que tous les logements soient possédés par les boss. Tu vas finir par avoir un logement fourni par ta job et potentiellement perdre ton logement si tu quittes ton emploi. Je joue au complotiste. Je sais pas, Là, c'est quasiment ça. Hey, moi, avais-tu mettre en compte une bonne? Moi, là. Je veux dire, le Canada est plus ou moins une grosse compagnie town, là, si on regarde avec. Attache bête à truc. Moi, pendant la pandémie, j'ai fait venir un plombier 2 fois chez nous. Le même plombier. La troisième fois que je suis venu pour le faire venir parce que j'avais bien aimé sa job, il a dit oh non, j'ai lancé ça dans la plomberie, j'ai pris mon argent, puis je me suis acheté des blocs, je suis dans l'immobilier, c'est ça l'avenir, c'est ça qui est payant. Le gars, il a étudié en plomberie, là, puis tout, là, puis c'est payant le plombier, là, faire venir un plombier, check comment ça va te coûter de l'heure. Ouais, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est payant d'être plombier. Ouais, non, je sais, mais tu sais, je veux dire quand même. Non, mais regarde comment il faut que ça soit payant. Ce que je veux dire, c'est regarde comment il faut que ça soit payant, avoir des blocs, pour que même avoir une compagnie qui fournit un service qu'on on a besoin, là, Chris, ça en prend des plombiers ici, moi. Je veux dire. Non, la différence, c'est passive income. Là. Ben oui, je sais que c'est ça la différence. Mais rendu là, tu sais, si t'as un moyen de faire de la plomberie pendant je sais pas combien d'années, puis qu'après ça, de payer des blocs parce que c'est un investissement. Chris, à un moment donné, on va tous être des possédeurs de blocs, puis il y aura plus, tu sais, je veux dire. Non, mais je le sais que ça marchera pas de même, tu sais, parce que tout le monde ne se payeront pas des blocs, puis il va y avoir du monde qui vont crever de faim, puis là, il y a du monde qui vont dire comment ça que mes logements sont pas loués, puis là, ils vont y mettre plus cher, puis là, ils vont dire comment ça qu'ils sont pas loués. Là. Puis là, il y a encore plus de monde qui va être à la rue. Puis là... Je veux dire, c'est pour ça que je veux dire, c'est une idée qui est partie avec Margaret Thatcher. Là. On peut pas être une société entière de personnes propriétaires et rentiers. Genre, à un moment donné, ça marche pas. Les mathématiques, ça peuvent juste pas. Là, c'est la même affaire qu'on peut pas être une société de service avec personne qui peut dépenser de l'argent. Les mathématiques n'existent pas. Là, c'est ça. C'est une bonne petite parenthèse, on peut recommencer, j'allais dire.
capitalist ideology, so it likes free markets, but it doesn't just step back and let markets get on with it. Neoliberals actually use the state to create new markets, sometimes by privatizing public services, or just creating them where previously there weren't any, like carbon trading, which allows countries to purchase the right to pollute the atmosphere. Like liberalism, neoliberalism loves the individual. Once the welfare state is eroded away, nobody's gonna write you a welfare check. You gotta take some personal responsibility. You gotta build the dream with your own two hands and your own hard work. If you had things like welfare, neoliberals say, then you would get lazy and dependent on handouts. Remember in episode 1 I said that liberalism loves freedom, and that every ideology loves freedom, but the devil is in who's allowed to have freedom and what exactly it amounts to? Well, neoliberalism loves freedom too, of a kind. For neoliberals, freedom for humans means freedom of the market. When markets are free, consumers can choose how to spend their wages. And that, neoliberals say, is what human freedom is all about. Part 2. It was acceptable in the 80s. Neoliberalism is very popular. It's an ideology held by just about every US president, even presidential candidate, and every UK Prime Minister since the 80s, as well as large parts of the EU, including the European Central Bank, so a pretty influential ideology. It emerged like a xenomorph in the UK under Thatcher and in the US under Reagan. Interestingly, Bill Clinton brought neoliberalism to the Democrats, and Tony Blair brought it to the British Labour Party, so both sides of traditional two-party systems started agreeing on an awful lot. Neoliberalism became common sense. Thatcher famously said, "There's no alternative," so much so that it came as a big shock when politicians like Jeremy Corbyn came along and pointed out that it's awful. Neoliberalism's love of deregulation contributed to the 2008 financial crisis. Neoliberalism also led to austerity, the cuts to public services and wages, and tax breaks for the very wealthy, which the United Nations says has led to human rights violations in my country. It's also been noted that since austerity began, there's been a spike in the number of preventable deaths and suicides. Tu sais, j'avais déjà vu que même le FMI disait qu'en termes de, tu sais, pour maintenir une consommation, tu sais, pour maintenir une économie capitaliste, là, tu sais, c'est pas les plus communistes en ville, là. Même eux autres, ils ont dit que le salaire minimum à 15$ dans le Imperial Core, là, c'était trop peu, trop tard. Fait que... Ah, c'est clair. Hein? C'est clair. Ils sont déjà passés à Noé, là, ça milite pour 20$. Ben oui, ben oui. Non, mais à l'époque où ça a été proposé, fait que, tu sais, même à ça. Les manigances qui dit précision, la décision du CCRI, Conseil canadien des relations industrielles, sera contestée. En effet, la jurisprudence de la Cour suprême est très constante dans le fait que l'on ne peut pas ainsi empêcher les travailleurs de faire grève en autant que la grève soit valide. Notre grève de 4 mois à la couronne a terminé par l'invalidation de la loi spéciale de retour au travail en 2020 ou autour. OK, bon, fait que ça se peut que... À suivre. À suivre. On va en reparler jeudi prochain. Probablement. Which some researchers have said may be partly due to the cuts to the health service and social care. Caps on public sector pay and cuts to local authority budgets have also been blamed for events like the Grenfell fire, while cuts to social security have been blamed for the massive increase in the numbers of people having to use food banks. Though to be fair, the statistics on issues like this are often quite murky and lag behind the real-world effects. That's why it's important to listen not just to the stats, but also to the lived experience of people with disabilities and living on the poverty line since neoliberalism became the norm. In response to the charge of causing thousands of deaths, neoliberal... Tu sais, c'est ça. Moi, quand j'entends le monde me dire « Ouais, mais le capitalisme, ça marche. » Bon, premièrement, c'est un raisonnement circulaire. Parce que si le capitalisme / le libéralisme économique, donc le capitalisme, est considéré comme un état souhaitable. Tu sais, que c'est considéré... Tu sais, cette liberté-là de marché est considérée comme un état souhaitable. Ben, n'importe quoi qui va produire plus de cette liberté de marché-là, plus de capitalisme, va être jugé comme souhaitable. Donc, c'est comme dire, ça marche parce que ça produit plus de capitalisme. Puis pourquoi le capitalisme, ça marche?
Ben parce que le capitaliste s'attend justement à s'amplifier puis à s'auto-reproduire. Donc, ça produit plus de capitalisme. Fait que c'est un raisonnement circulaire. C'est le premier point. Parce que, tu sais, si tu as plus d'argent, toi, mettons, personnellement, ça va te déranger moins de payer plus pour tes produits. Fait que si le prix augmente, ça ne te dérangera pas. Tu vas commencer à charger on va dire, tes produits à toi, si tu es un propriétaire, plus cher, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde n'est pas un propriétaire. C'est là que ça fail. Say that Solidarité it's quite a good avec way to create les jobs travailleurs if you ferroviaires. start giving businesses things like regulations and requiring them to pay people wages that they Oui, j'ai pas eu le deuxième message. Oui, mais ils doivent respecter l'ordonnance entre-temps. C'est super cringe de la part du ministre de forcer le retour plutôt que de favoriser une solution négociée. Ben oui, clairement. Ouais, le look qui est super mauvais, là, mais on dirait qu'ils ont comme pas le temps de niaiser avec ces affaires-là, ces temps-ci. Puis j'ai l'impression que notre système néolibéral se soucie de moins en moins des apparences, là, comme si il commençait à catcher qu'on peut comme plus faire grand-chose, en tout cas. Ouais, non, It's ominous. It's ominous. Mais tu sais, c'est parce que, tu sais, quand on dit le capitalisme, ça marche aussi, que, tu sais, je veux dire, ça marche pour qui, tu sais? Je veux dire, ouais, OK, ça marche dans le sens que ça reproduit une économie capitaliste, mais... Non, ben là, il parlait Ouais. parlait de la grève, là. J'espère que ça Ouais, va oui. marcher, là. Oui, excuse, parce que c'est moi qui est revenu un peu sur un cheveu sur la soupe, parce que là, il me semble qu'il y avait de quoi, je voulais dire. OK. Puis, ouais, pour revenir à ce que je disais, on va... Ouh! On diverge ce soir de manière plutôt spontanée, écoute, mais bon, vous êtes à l'antipode. On est divergents, donc Exactement. on diverge. Fait que, ouais, non, pour en revenir à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est ça, ben, tu sais, du capitalisme, on dit que ça marche parce que ça reproduit plus de capitalisme. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, ça marche pour qui, tu sais, ça reproduit un modèle économique, oui, mais qui en profite, tu sais, ouais, tout le monde, ouais, mais tu sais, tout le monde selon John Locke, tu sais, si Elon Musk n'était pas là pour nous fournir, si Jeff Bezos n'était pas là pour nous fournir Amazon, on ferait rien, tu sais. Ben, en tout cas, on n'aurait pas de plateforme. Ouais, c'est un fait. Écoute. Ça serait-tu tragique? Mais l'affaire, c'est on aurait-tu une autre plateforme? C'est ça la question. Tu sais, c'est-tu supposé? Ça veut dire qu'on ferait rien, mais c'est pas dit qu'on ferait rien pantoute, là. C'est ça l'affaire. Le problème, Pierre, avec le capitaliste, c'est que, genre, oui, il est modulable dans son intensité, puis il y a toutes sortes de façons qu'on peut le réguler, puis tout le kit, mais c'est à peu près comme cohabiter avec un tigre, genre, il veut te manger de toute façon, là. Fait que, au premier signe de faiblesse, ben, il va essayer de te manger. C'est comme la privatisation des services. Tu ne pourras pas en avoir rien qu'un peu à long terme, éventuellement. À cause que c'est dans la nature du truc, ben, il va y avoir de l'abus, il va y avoir les droits vont s'effriter, puis c'est inévitable. Là, la redistribution des richesses, là, c'est comme mettre un plaster sur des bobos, que il y a quelqu'un qui est en. Mettons, là, tu as deux personnes. Moi, je donne souvent l'exemple, tu as deux personnes qui sont une en face de l'autre, puis tu en as une qui est en train de poignarder l'autre. Puis toi, tu es la troisième personne à côté, là, puis tu mets. Puis la redistribution des richesses, là, c'est comme être la troisième personne, puis de choisir de mettre des plasters sur sur les blessures puis les coups de couteau, tu sais. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est empêcher le gars qui donne les coups de couteau, ou le tigre, pour reprendre l'exemple de Gab. Je veux dire, c'est. La redistribution des richesses, c'est bien, là, mais l'empêcher de s'accumuler, là, de faire ce qu'il appelle. Je me rappelle plus dans quelle vidéo, c'était un John de Duncan qui parlait de la capitalistic accumulation. Je pense qu'on l'avait-tu passé, celle-là? C'était-tu dans notre vidéo des Primitive accumulation. Non, on ne l'a pas passé, mais ça en est un. Oui, bon. Oui, c'est quelque chose qu'on pourrait passer éventuellement. Pierre, tu serais sûrement intéressé. Là. Mais c'est ça, on pourrait. Ça pourrait être un topo. Ça, mais bref. Moi, je pense que la redistribution des richesses, ça serait quelque chose de totalement inutile. Puis c'est quelque chose qu'on discute beaucoup trop parce que on a l'impression que
la laisser s'accumuler dans les mains de capitalistes, c'est-à-dire de gens qui profitent de la plus-value de quelqu'un d'autre, c'est inévitable. Mais en fait, il existe des moyens puis des systèmes économiques qui permettent de ne pas la laisser s'accumuler, qu'elle ne s'accumule pas dès le début, ou à tout le moins qu'elle ne s'accumule pas dans des degrés qu'on voit présentement, avec les inégalités qu'on voit présentement. Puis moi, je trouve que c'est ça la différence entre être je vais dire, un droitiste qui ne s'assume pas, ou en tout cas des certaines. Je dirais, c'est-à-dire, moi, je pense que c'est ça le problème, par exemple, dans lequel le piège dans lequel tombent des gens comme Québec solidaire. Tu sais. C'est de dire, on ne remettra pas en question le capitalisme, tu sais, dans ce sens-là, tu sais, mais on va essayer tu sais, de mettre un filet social, puis tout. Ouais, OK, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir régler le problème à la source, là. Puis à la source, c'est que tu laisses de la richesse s'accumuler dans les mains d'une minorité de personnes. Puis rendu là, ça ne sert plus juste à, tu sais, quand on parle de capital, on ne parle pas juste d'argent, là. Le capital, c'est l'argent qui te permet de faire d'autres argent. C'est l'argent qui te permet de te payer la force de travail de quelqu'un d'autre, laquelle produit plus d'argent. Tu sais, le riche qui gagne des milliers et des milliers de fois plus que moi, il ne dépense pas des milliers et des milliers de fois plus que moi pour ses biens de consommation, pour sa bouffe, puis ça capte ça à un moment donné, tu sais. Fait que la proportion de son salaire, puis là, tu sais, l'argent au-delà de ça, là, c'est plus de l'argent. Tu sais, on a souvent tendance, tu sais, que des fois, quand on donne l'exemple, qu'on dit des gens qui disent des salariés, puis tu dis, ah, moi, je suis un capitaliste, j'aime ça faire de l'argent. Oui, mais t'es pas un capitaliste parce que tu aimes ça faire de l'argent. Ce que tu veux, c'est plus d'argent pour être moins précaire. On appelle ça être un travailleur avec un syndrome de Stockholm, tu sais. Oui, tu veux faire plus d'argent parce que tu veux plus de confort. Matérialiste. Oui, c'est matérialiste. Tu veux de l'argent pour t'acheter des shit. C'est ça. Mais exactement. C'est commun. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est commun, puis c'est normal, tu sais. Puis je veux dire, même dans certaines doctrines de gauche, les plus hardcore, ce qui est remis en question, c'est pas la possession des biens de consommation. Ce qu'on veut, nous autres, là, à notre échelle, là, c'est d'avoir des biens de consommation. Quand on parle de capitalisme, puis de capital, c'est la capacité de se payer la force de travail, puis la plus de value de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut avoir plus d'argent pour être moins stressé, être moins à la dernière scène, pouvoir se payer un minimum de confort, même quelqu'un qu'on considérait comme un peu matérialiste, là, c'est pas un capitaliste. Un capitaliste, c'est pas ça. Je vais répondre à nos amis dans le chat. Ed Quaid qui nous corrigeait que oui, effectivement, Twitch existait avant qu'Amazon le rachète, mais nous, ça fait partie de notre contrat de remercier à chaque épisode notre Dieu et maître Jeff Bezos pour la plateforme. Puis, encore là, pour revenir à ce que Pierre disait, on ne pourra probablement pas régler la question de comment qu'on peut sortir du capitalisme sans avoir besoin de faire une réappropriation de masse. Là. C'est un sujet assez compliqué, mais je veux dire, il y a des pistes de réponse, je pense, chez les anarchistes dans les concepts de parallel power, puis de mutual aid, puis toutes ces kits-là, c'est de découpler, en fait, les besoins humains du concept du capitalisme par en bas. Puis après ça, je veux dire, si c'était pas la clé d'accès à survivre, genre de toutes les façons, le fait qu'ils ont des milliards de dollars tout seuls dans leur coin, ça vaudrait rien. Là. C'est genre, si on serait quand même capable de remplir nos besoins, ça ne dérange pas qu'eux autres, ils jouent à un jeu de poker avec aucune limite. Genre, parce que si tu c'est de couper les cordes et de les laisser s'en aller dans leur ballon d'argent au loin. Genre, c'est un changement de perspective. Là. C'est assez dur à expliquer, mais je pense que ça serait plus dans cet ordre-là que d'essayer de rechercher des milliards et des milliards de dollars. Parce que de toute façon, je pense que c'est une des erreurs critiques du capitalisme, de late capitalism. La richesse s'est rendue tellement découplée de n'importe quelle réalité matérielle, de n'importe quelle vraie ressource, de n'importe quelle affaire tangible que ça devient facile. C'est juste des chiffres dans l'abstrait. Fait qu'on peut juste comme ignorer les chiffres puis faire nos shit, genre. Puis après ça, c'est ça. C'est sûr que dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que c'est une erreur de vraiment, genre, d'avoir tellement décroché les concepts financiers d'une économie tangible et matérielle que, genre, à un moment donné, ben, l'économie tangible et matérielle, on peut la refaire de notre bord, là, tu sais.
OK, rendre le capital sans valeur dans le système, une dévaluation globale, on en arrive donc à l'idée de décroissance. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Moi, j'aime bien le concept de décroissance. Moi aussi, puis tu sais, je veux dire... puis Un autre John de Duncan qu'on pourrait passer là-dessus, qui avait une assez Ouais. bonne perspective. Ça se recoupe assez bien. Là. moi, c'est sincèrement, je pense qu'il y en j'ai jamais trouvé quelque chose de décent là-dessus. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui a été, je vais dire, en partie récupéré par les conspis, ou en tout cas qui est... Non, pas tant que ça, en fait. Euh, mais moi, je me demande le rôle de l'obsolescence programmée dans, tu sais, ou disons plutôt de faire le contraire, tu sais, de l'anti-obsolescence programmée, c'est-à-dire de se mettre à faire des objets qui sont le plus durables possible, qui durent le plus longtemps possible. Dans le Mais fait c'était d'éviter supposé de être ça vieillir. avant. Là. Ouais. C'était supposé être un des principes premiers de la manufacturation, la manufacture de masse, c'était de faire les produits le plus durables possible, qui utilisent le moins de ressources possible, puis Ouais. qui coûtent le moins. Genre, c'est comme. Fait que c'est possible, là, tu pars avec des principes premiers qui sont quand même pas nécessairement mauvais. Là. Lady Rafia, merci Ouais, beaucoup merci pour le beaucoup. commentaire, c'est super encourageant. On l'a vu au même moment. Ouais, ouais. Mais je pense que j'avais fini ce que je disais. Ouais, OK. Mais ouais, non, c'est ça. Écoute, moi, sincèrement, là, je veux dire, comme that's my autistic ass, OK? J'aime pas ça, le changement, tu sais. Moi, là, pas pouvoir avoir mon hoodies préféré, mon ci, mon ci. Il n'y a rien qui ait jailli le plus que de changer d'objet pour quoi que ce soit. Il n'y a rien que jaillit le plus que de ne pas être capable de me racheter exactement le même objet ou de faire réparer celui que j'ai déjà quand il est brisé. Parce que j'haïs ça changer de type de linge, parce que j'haïs ça sensoriellement m'habituer à d'autres choses. J'haïs ça. Tu sais, c'est juste mon environnement. Là, j'ai fait mon choix de peinture ici en fonction de comment que la lumière allait être agressante ou pas. Là, puis je me suis installé des dimmers. Là. Fait que dans la vraie vie, là, si j'ai pas des dimmers précis comme ce que j'ai choisi, puis qu'à un moment donné, je suis obligé de changer pour quelque chose de plus qui va moins bien, je vais haïr ça. Si ma peinture n'est pas exacte. Tu sais, le constant renouvellement. Excusez. Le constant renouvellement nécessaire au marketing, c'est quelque chose qui me pourrit la vie, moi. Là, moi, là, sincèrement, là, quand j'étais au cégep, il y avait un prof qui il nous avait lâché un slogan qui attribuait, écoute, il attribuait ça aux Américains, mais je pense que ça devait être, comme tu dis, tu sais, des Américains old style, là, tu sais, des industrialistes de la première heure. Là. Il disait, « If it doesn't break, don't fix it. » Ouais, if it ain't broke, don't fix it. En tout cas, ouais. Ouais, if it ain't broke, don't fix it. Quelque chose de même. Mais on comprend l'idée. Tu sais, je me dis, là, je regarde ça, là, puis je regardais à un moment donné, tu sais, la création, par exemple, du langage informatique Java. Tu sais à quoi c'était quoi l'idée derrière ça? C'était de faire un langage qui était très simple pour être capable de programmer des choses dans des puces d'appareils électroménagers. Tu sais, je peux comprendre l'électronique fragile d'une puce dans un appareil, par exemple, de production industrielle qui est précis au millième de millimètre près. Tu sais, ce qui est nécessaire pour beaucoup plus de technologie qu'on pense. N'importe quoi qui roule à plus que 1000 tours minute, il faut que ça soit machiné à cette précision-là. Là. Je peux comprendre dans une machine de même, mais quel besoin que j'ai d'avoir ça dans mon toaster? Est-ce qu'il va faire des meilleurs toasts que celui qu'avait mon arrière-grand-mère? Non, c'est sûr que un toaster, on voudrait que ça soit quelque chose qui t'offre, mais ça, mais c'est incompatible avec le Ben oui. capitalisme accéléré qu'on a. Là. Les compagnies, il faut qu'ils grossissent exponentiellement. Ils ont besoin que tu continues d'acheter des shit. Là. Ils ont besoin que tu continues d'acheter des shit, même si tu n'as pas d'argent pour les payer. Genre, ils veulent que tu empruntes pour acheter des shit pour remplacer ton toaster à tous les 6 mois. Parce qu'ils ont besoin de ça pour survivre, sinon ils ne survivraient pas. Ils vont se faire gober par le capitalisme. Genre. Ben oui. Puis t'as-tu vu la durée des électros d'avant versus maintenant?
Juste ça. Ben, je veux dire, Regarde plus il ton y a des frigidaire électrodes 50 ans. avant qui sont encore fonctionnels c'est ça. aujourd'hui. Là. Oui, Il y a eu 10 générations entre les deux. Là. Il y a des frigidaires des années 50 qui ont survécu à des frigidaires des années 90. C'est ça. Dans ce temps-là, il faisait des affaires pour que ça t'offre. Là, parce que c'était le même que tu te démarquais. Mais genre, Ben oui. ça c'est quelque chose qui est vraiment fréquent là, avec tous les domaines industriels là, ou à tous les domaines de consommation. Il commence en te donnant quelque chose de bon, là, puis quelque chose que tu as une bonne valeur de qualité-prix, puis tu as du bon service, puis tout le kit. Genre, puis là, il commence, puis il t'engraisse, puis il te cajole. Puis là, un coup qu'ils ont bien corneré le market, ben là, c'est là qu'ils commencent à couper dans le gras. Puis à la fin, tu te ramasses avec quelque chose de pire, puis qui coûte plus cher que quand tu as commencé. Mais là, tu es pogné avec ça parce qu'ils ont gagné, ils ont corneré le market. Pierre qui dit si tu peux payer des intérêts en plus de remplacer tes affaires régulièrement, c'est le top. Le leasing que tout le monde utilise pour leur char de 10 tonnes inutiles pour 99% de ses spécifications. Ben oui. qui a besoin de. C'est ça. Il y a beaucoup de véhicules qui ont beaucoup plus que le besoin de son utilisateur. Économique, je veux dire, louer ton véhicule quand il est neuf, c'est juste plus économique. Là, surtout des véhicules qui dévaluent rapidement, là, comme les nouveaux véhicules électriques. Ah ouais, mais ça, achète-les pas full price avec ton argent, ben paye-les avec leur argent à eux autres. Là, ouais. Hey, non, mais écoute, moi en plus, après ça fait du seconde main. C'est bon pour l'économie des chars. Ouais, l'économie des chars. Sincèrement, là, moi, écoute, moi je rêve de quelque chose comme un TGV Québec-Montréal. Ça serait malade. Cuisinière, Zander qui dit que sa cuisinière Eaton 70 fonctionne encore. C'est ça. Payer 100$ plus transport, ben oui, malade, hein? Des Samsung, tu peux en passer 4 pendant ce temps-là. Moi, Zander, là, je te dis, là, on a rénové chez nous il y a une couple d'années. Là. Puis je voulais absolument, mais absolument, un poêle avec des spirales. Tu sais, les vitres puis les affaires, là, que ça coûte 4 fois le prix remplacer parce que il faut que tu changes la vitre, puis ci, puis ça, ou ben t'as pété la ça, il y en a vitre, encore. Il y en a encore, ça coûte. C'est les moins chers, en fait. Ouais, Ceux avec des... m'a dit de quoi? Il y en a encore, mais ils sont durs à trouver. Ils ont toutes des plaques. Ils ont m'a dit de quoi? Il y en a, là, mais... Non, mais je veux Parce dire... qu'un top en céramique, c'est 1000$. Non, mais attends. Je parle pas là, de seconde main. Là. De seconde main, il y en a plusieurs. Là. Mettons, moi, j'en cherche un neuf. Là. Oui, il y en a encore? Il y en a encore, mais... Tu vas chez Brix, puis c'est les moins chers, ceux-là. En tout cas, moi, j'ai eu de la misère à trouver quelque chose qui avait de l'allure, là. Il y a peut-être une affaire de mode, peut-être dans mon coin, ça se peut, bon. Parce que ça se peut que, si eux autres, c'est bien dans la mode, ils en achètent plus, puis ils en vendent plus, puis il n'y a qu'un modèle, puis celui qu'ils ont, c'est de la merde, là. Ça se peut, ça, par exemple. Mais en tout cas, moi, j'ai eu de la misère à trouver. En tout cas. C'est genre, ouais, c'est que rendu là, le morceau qui vaut le plus cher, là, c'est le top. Ben oui, c'est ça. C'est à peu près ça, parce que le reste, c'est genre, faut que tu rajoutes un nouveau cossin, genre, parce que le reste, c'est de la vieille technologie, là, un poil. Là. Ben oui, c'est ça. Pas la roue, ben oui, mais c'est ça. Faut qu'ils fassent des changements insignifiants, inutiles, etc., pour avoir un nouveau produit pour vendre, tu sais. Puis, ben, tout est là en fonction de, il va y avoir un marché. What the fuck? Pierre qui dit un camion, ça dévalue pas tant. Puis, the gift that keeps on giving. Ouais, puis. Mais pour quelqu'un qui roule un peu sur l'économie des camions, ouais, clairement. C'est bien, ça arrête jamais. Mais non, c'est ça. Pierre qui dit aussi j'en ai eu un avec une crise de vitre, impossible de réparer moins cher que du neuf. On était dégoûtés. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien qui se répare aujourd'hui. Ou ben là, quand ça répare, ça te coûte un bras. Puis, tu sais. Fait que. c'est ça. Ouais, c'est ça. De 2 gros ronds et 2 petits. Moi aussi, c'est ça que j'ai. C'est en plein ça. Puis, est-ce que je suis content de mon poêle? Je suis content en sacrament de mon poêle. Un bon vieux poêle à spirale. Parle-moi de ça. Des bonnes vieilles spirales. Bon, on continue avec le programme. Ouais. They can actually survive on, then they're just going to take the jobs elsewhere. That's what neoliberals say. Anyway, many would actually disagree.
Because neoliberalism, like liberalism classic, assumes capitalism as a given, it's quite unwilling to consider job creation methods that are not capitalist. You might also have some reservations about whether human lives can really be measured against economic benefit like that, especially when nowadays economic benefit basically just means rich people getting richer and everyone else working harder. A good case study for neoliberalism is Iraq, because we forcibly imposed it when we invaded in 2003. What that looks like is all the public services were privatized, the banks were placed under foreign control, and the rights to strike and form unions were heavily restricted in order to create the conditions for the US and UK to siphon money out of the country once we'd finished bombing the shit out of it. Neoliberalism is very good at making rich people richer. Since the 80s, according to the IMF, more and more wealth has been concentrated in fewer and fewer hands. Part 3. Freedom ain't free. Neoliberals love free markets because they assume that a free market means competition, and they further assume that a competition means quality is kept high, prices are kept low, and it drives innovation and distributes resources efficiently to the people that want them the most. But it's not entirely clear that all of those assumptions are true, or at least simply true without qualification. For instance, have free markets resulted in a lot of competition everywhere? Or have some markets actually become dominated by a very small number of companies? Are resources as efficiently distributed as they could be? And do they always go to the people who want them the most? Is the innovation that's happening always useful? And is it allowed to benefit all of humankind when it is? Maybe to a certain extent, but maybe also to a certain extent kinda not. But really, the big trouble with this individualistic, market-based personal responsibility approach is that some people can't navigate markets, particularly the job market, as effectively as everybody else. If you find it more difficult to obtain or stay in employment because of something like your race, your gender, or your ability, or if you can find employment but it doesn't pay you as much because there's a wage gap, or you face more workplace violence or discrimination, or you're in a group that it just costs more to be in because you've got, for instance, medical bills, well, neoliberalism has no solutions to any of that. Because of the individualist focus it inherits from liberalism classic, neoliberalism distills the privileges of race, gender, and ability into. Ce que je parlais tantôt, tu sais, que il y a comme pas de phénomène de groupe, puis que l'égalité des chances, c'est comme un given. C'est comme si on était droppé là, dans le monde, là, comme ça, là, comme au début d'un spawn, là, tu sais, d'un jeu vidéo avec toute la même chose, toute la même shit, puis toutes les. Tu sais. Une des parties les plus horribles et fascinantes du néolibéralisme, c'est la façon que ça invisibilise tous les problèmes qu'il y a décrits, genre toutes les raisons pour lesquelles que tu pourrais pas fitter dans le modèle statistique d'Homo Ouais. economicus, Ouais, exactement. rationnellement intéressé, puis tout le kit. Parce que des les façons intérêts. les façons qui handwave ça, ou qui les invisibilisent, ou qui font semblant que c'est pas vraiment un problème, ou que finalement, ben, c'est de ta faute. C'est des ou ben, externalités. c'est des externalités. Ces mécanismes-là, c'est vraiment. Genre, c'est ça qui est, d'après moi, le plus, en fait, représentatif là, du néolibéralisme. Là. C'est tout ce côté, cette espèce de propagande sournoise, là, genre, dans le but de, genre. C'est un peu comme ce qu'on expliquait là, dans le dernier épisode, là, le syncrétisme, là, de faire que les incongruités ils finissent par pas compter, genre, puis que tu as ta narrative centrale qui reste intacte malgré tout ça. Genre, c'est vraiment. C'est là que le travail se fait. Là, c'est à ça que ça sert d'avoir tous les think tanks, puis les instituts économiques Ben oui. d'une place, puis tout ça. Genre, toute cette machinerie-là existe pour qu'on oublie que il y a, genre, en plus de la contradiction essentielle du capitalisme, il y a une autre grosse crise de contradiction, c'est que le Homo economicus n'existe pas, genre, puis c'est pas, ça peut pas possiblement jamais être tout le monde, puis il n'y a pas de réponse à ça, à part la violence étatique. Là, à part de dire que les gens, ça va les trier tout seul, ouais, mais il arrive quoi avec ça? Ouais, c'est ça. C'est le meurtre social, la mort Ouais, par c'est ça. violence étatique ou par déprivation, là, la mort par exposition aux C'est pas éléments. juste ça. Tu parles des think tanks, là, tu dis c'est à ça que ça sert. Ben, être dans une position conceptuellement
confortable, conceptuellement avantageuse, là, ça permet de formuler ses arguments, ça permet de formuler sa vision du monde dans des choses qui semblent évidentes, tu sais. Ben oui, c'est évident qu'il faut qu'ils payent plus d'impôts parce que. Ouais, Ouais, mais puis leur position rhétorique, comme tu disais, genre leur le terme que tu disais. leur position conceptuelle ou rhétorique, j'aime Ouais, bien c'est ça. aussi. Comme, Avec le libéralisme, béton, là. Béton, puis ils ont Ouais. 2 siècles d'œuvres pour se renforcer eux-mêmes, là. Genre, c'est justement pour ça que c'est Mais- toujours un piège. Leur histoire de genre free market of idea, en plus de donner de la place aux fascistes, Ouais, le oui. free market of idea lui-même existe pour renforcer sa propre idée, là. C'est circulaire, là. Puis après ça, ils viennent dire que c'est la gauche qui joue ces mots. La gauche, là, tu sais. Bon. Ben, les libéralismes, le libéralisme adore jouer sur les jeux. C'est que c'est une Ouais. proposition perdante des deux bords pour nous autres d'embarquer là-dedans, là, parce que genre l'espace lui-même, l'espace rhétorique lui-même existe pour renforcer l'idée que l'espace rhétorique, ça renforce quelque chose. C'est son genre ça valorise son propre exercice. Lady Raffia qui dit le meurtre social, c'est intéressant comme concept. Oui, effectivement, le meurtre social, tu sais, je veux dire. Puis là, c'est très. Ça, là, sincèrement, c'est tellement gros que j'ai envie d'aller checker, voir s'il y a une live, si j'ai une source de ça. Ben, la description selon Engels, on l'a passé récemment, Ouais. je me rappelle pas dans quelle vidéo. Oui, mais je parle d'un cas spécifique au Canada où les lois sur l'aide médicale à mourir là, ont été proposées à des handicapés, notamment au BC. Attends, j'ai ça dans mes sources quelque part. Attends. Parce que des fois, je prends des notes. Ça m'arrive, même si, tu sais. Hein? Mais c'est quand même un autre sujet que le meurtre social. Ça en fait partie. Ouais, non, c'est ça. Un nesting subject. Ouais, non, c'est ça exactement. Référence. Là, j'avais des. Ici, je crois. Des fois, on trouve des choses. En tout cas, en bref, le meurtre social, c'est quand l'État laisse mourir ses constituants. Exactement. Malgré le fait qu'il est conscient que genre le manque de ressources, le manque de support va causer la mort. Oui. Ils vont les laisser mourir par manque de support, de ressources, par déprivation, par exposition. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je cherche ce cas-là en particulier, puis je pense que je vais le chercher cette semaine, puis je vais vous faire un retour là-dessus vendredi. Parce que c'était justement... Ça a été proposé, puis la raison évoquée pour certaines personnes, même pour avoir prétendu l'accepter, c'est qu'ils vivaient dans des conditions, je vais dire, misérables, tu sais, du genre avoir peu de revenus puis vivre dans une situation précaire. Ils disaient qu'ils préféraient mourir. Ben oui, mais le problème, c'est la situation précaire. Pourrait être arrangé avec plus de revenus. C'est ça. Encore là, à l'échelle personnelle, genre, il n'y a jamais aucun de ces besoins-là qui ferait même une petite marque là, dans le budget de qui que ce soit. Là, oui, mais l'affaire, c'est que c'est souvent interprété comme, ben non, c'est la condition de ces personnes-là qui les empêche d'être des bons sujets néolibéraux, d'être des bons capitalistes. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, là, tu sais, quand je parle d'être dans une position conceptuellement avantageuse, là, c'est de dire, ben non! C'est pas la précarité, c'est le fait que cette personne-là ne peut pas vivre dignement, c'est-à-dire en capitaliste. C'est Dr Fatima qui expliquait ça? Que le seul mode de vie jugé acceptable, c'est le... non, je pense que c'est John de Duncan. Ah, c'est John de Duncan. Ouais, c'est John de Duncan. On vous a passé ça de mémoire, je pense que c'était dans un épisode précédent. Oui, dans un épisode. C'est le pré-lancement numéro 3 de mémoire. Là, ça revient à Show But Don't Tell, là, je veux dire. Soit on explique le concept ou genre on s'autoplug nous-mêmes. Mais... Ouais, non, c'est ça. On peut s'autopluguer. C'est pas ça, on a le droit. Ouais, c'est ça. Puis dans un cas comme ça, je trouve pas ça fallacieux. Là. Mais à moins que le chat décide de nous modérer là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça devrait être correct. Parlant de chat, Chronique 420 qui dit que du monde avec une complication de ma maladie ont reçu l'aide médicale à mourir quand les traitements existent.
Mais c'est ça, probablement que c'était pas couvert, puis ils veulent pas les couvrir. Puis ouais. Écoute, Chronique 420, c'est pour ça que je veux rechercher ma source. Là. C'est pour ça que je vous disais, montez pas au bat avec ça. C'est des excellents exemples de meurtre social. Là, ouais, ce qui arrive et qui va se faire avec l'aide médicale à mourir. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis c'est assez important comme sujet parce que je veux retrouver quand même ma source. Là, parce que, oui, clairement, l'aide médicale à mourir, ça pourrait être en soi la version MAID, la version du Canada, ça pourrait être en soi. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y aurait eu un cas au BC, puis la famille poursuit l'hôpital. C'est pour ça que je veux retrouver mon cas. Là. Oui, mais je veux dire, c'est anecdotique parce que des cas comme ça, il y en a plein. Là. Il y en a des milliers déjà. C'est toute la même affaire. Là. Ça coûterait trop cher de les accommoder, fait qu'on va leur suggérer de mourir volontairement à place. S'il y en a plein, c'est un problème. Il y a déjà eu plein, vraiment beaucoup trop. Là, je ne sortirai pas un chiffre de mon derrière, mais il y en a déjà eu plein de personnes qui ont choisi la mort à cause de conditions strictement économiques. Oui. Là, ils vont dire oui, c'est à cause de leurs conditions sous-jacentes de santé, la disability ou non, c'est économique. Là. S'il y aurait plus d'argent, ils seraient capables de vivre avec. Là. Genre, sa douleur, elle aurait une issue. Oui. Tu sais. Dans le cas où il n'y en a pas d'issue, on n'est pas contre, en tout cas moi je ne suis pas contre l'aide médicale à mourir, dans le cas où il n'y en a pas d'issue à la souffrance. Exactement. Mais quand l'issue est strictement économique, ça c'est un meurtre social. Tu sais, c'est ça, c'est parce que moi, le cas que j'avais trouvé, là, justement, qui s'était ramassé devant les tribunaux, la personne était sourde. Oui, c'est ça. Genre permettre à une personne sourde de vivre avec dignité, ça devrait pas coûter trop cher dans un des pays les plus riches du monde. C'est ça, je veux dire. Là, on parle pas de conditions, c'est ça, là. Puis, tu sais, oui, c'est parce que la personne avait aussi une difficulté d'acceptation de sa surdité, mais rendu là, tu sais, la personne a droit de l'aide psychologique, là. Non, mais encore une fois, c'est une affaire économique de choix, on donne des milliards à des compagnies pour détruire la planète. Là. On peut donner une couple de milliers de personnes à des personnes pour n'importe qui pour être capable de mieux vivre. Là. Moi, je m'en calisse. Moi aussi, je m'en tabarnak. Là. C'est comme... la quantité d'argent, tu sais, le monde, on a souvent tendance à penser là, que si on prend d'un bar là, pour donner de l'autre bar, là, qu'il va en manquer de l'autre bar. Là. Mais il y en a tellement là, qui est du même bar de l'argent là, que comparé à ce que ça coûterait de l'autre bar d'avoir des conditions décentes. Là. C'est hallucinant, là, je veux dire. Juste le coût là, de l'armement militaire, là, tout pays confondu en proportion de leur population. Là. Puis on parle pas du reste, là. Puis là, on parle pas puis là, on parle pas de profit de compagnies minières. Puis là, on parle pas de profit de compagnies minières ici. On parle pas de profit juste l'argent qui se barre dans les paradis fiscaux, genre légalement ou pas. Légalement ou pas, ouais, c'est ça. Ça ferait une crise de grosse différence dans notre budget. Mais anyway, l'économie, c'est une construction, une construction humaine. On pourrait la faire pour subvenir aux besoins du monde ou on peut la faire pour faire plus de super yachts. Exactement. Ou pour des gens qui parquent... Moi, j'aime bien dire pour des gens qui parquent le bateau dans le bateau. Ouais, j'aime bien ce meme-là, moi aussi. Ouais. On continue. Class privilege. And this whole personal responsibility shtick ignores the fact that at some point in every human being's life, we require care. We require something we need that is just freely given. Maybe that's the care of a parent, or a friend, or maybe it's a nurse or a doctor or a waiter going above and beyond just what they're paid to do in order to just freely make your life that little bit better. Care is unselfish, and trying to ground something that is definitionally unselfish in market systems that reward being selfish is just not going to work. The study of care and how it impacts our political and economic systems is its own branch of philosophy. It's called care ethics. And neoliberalism just has nothing to say about that. Neoliberals assume that freedom means consuming products in a way that maximizes profit for business and financial capital. Maybe you can think of some other ways in which you might like to be free. This quote from Helen Shugar summarizes neoliberalism quite nicely and more dispassionately than I can. Neoliberalism ascribes virtually all responsibility for personal and social welfare to the individual, which is further articulated as crucial to individual liberty under the auspices of choice. Importantly,
This individual choice is tightly linked with consumption, to the extent that individuals are expected to choose with their dollars. Under this framework, the practical role of government. À un moment donné, j'avais administré un serveur de jeux vidéo avec du monde. Il y avait personne qui était venu. Là. On en était juste. Finalement, on était juste allé entre friends. Pis tout. Mais il y en avait un qui disait, tu sais, j'aimerais ça mettre des affaires, tu sais, que le monde, ils ont le choix. Soit ils peuvent jouer, soit ils peuvent payer, tu sais, pour avoir du stock. Puis, tu sais, il dit, c'est pas du pay to win parce que, tu sais, ils ont le choix. Tu sais, c'est justement, c'est l'idée, c'est de leur donner le choix. J'ai dit, mais non. Avoir le choix, pouvoir payer, c'est pas avoir le choix. Parce que si tu as le choix quand tu peux payer, ça veut dire que si tu peux plus payer, tu as plus de choix. Fait que non, c'est pas fair. C'est pas vrai que c'est fair avoir le choix parce que tu payes. Parce que c'est justement, il faut que tu payes pour avoir le choix. C'est ça le problème. Avoir le choix, là, ça coûte quelque chose. Fait que t'as pas vraiment le choix. Is to facilitate the market. Moreover, government intervention at any level, in the form of social services, for instance, or with respect to the regulation of industry, is represented as cultivating or enabling dependence. Things have started taking on a more critical tone, so in the fourth and final episode of this series, we're going to be looking at the big problems with liberalism. In this episode, we've learned about liberalism and capitalism's latest incarnation, neoliberalism, and how it's an utterly terrible idea. If you like today's lesson, I have a tip jar at paypal.me/philosophytube. Think of it like me putting a hat round at the end of the lecture. Or patreon.com/philosophytube is where you could make a monthly donation to help me keep making videos like this one. And don't forget to subscribe. Et on arrive avec la quatrième et dernière partie, à moins qu'on écoute les commentaires, mais à l'heure qui est là, je pense pas. On va s'en aller. Ouais, je pense qu'on on va rouler. enchaîner. Mais c'est ça, fait qu'on arrive avec la final part. 3 problems. Fait que, on commence ça. Welcome back. In episode 1, we talked about liberal ideology, and in episode 2, we talked about the history of liberalism and capitalism, before in episode 3, talking about neoliberalism. I strongly recommend watching those videos first, as without them, you won't really understand what we're going to be talking about today. In this final part of the series, we're going to be talking about the big problems with liberalism. Teil 1. Die Nazis. The first problem is that once liberalism is established, it has a tendency to slide to the right wing, and it does this for 2 reasons. Firstly, it places a lot of emphasis on freedom, particularly freedom of speech, and tolerating a diversity of opinions, though as we've seen by now, it does make some exceptions. And that's all cool, and freedom of speech is great. However, that does make liberalism very susceptible to propaganda. Philosophers like John Rawls and Karl Popper did work on this. It's called the paradox of tolerance. What do we do if we want to be tolerant, but somebody is expressing viewpoints that are themselves intolerant, even to the extent that they're incompatible with liberalism? But actually, academic philosophers were beaten to the punch on this question by actual fascists. Nazi philosopher Carl Schmitt realized that in a liberal society like interwar Germany, the Nazis could disguise their propaganda as just another political viewpoint, and so demand that their viewpoint be heard. Even though they weren't really debating using facts and reason at all, because they were spreading propaganda, they could take advantage of the liberal love of tolerance and free speech to spread their ideology under the radar, pretending to value liberalism even whilst preparing its destruction. And that's exactly what happened. And something similar is happening with right-wing groups now. I've talked before on the show about how white supremacist propaganda works these days, and ContraPoints has an excellent video on how white supremacists, or the alt-right as they call themselves, spread propaganda under the guise of liberal free speech. And liberals will help them do it. Interview them, offer them platforms, complain when leftists shut them down, without really digging into the ideologies on either side there.
There's a reason that certain YouTube channels who bill themselves as classical liberals, not naming any names or calling anyone out or anything, have found over the years that they get a lot of attention from the far right. That's because fascists know that they can count on liberals to give them the room to grow and recruit. But maybe it's harsh to say that that's a fatal problem with liberalism. We could, in theory, counter that by educating people about how propaganda works and how to stop it. But liberalism enables the right wing in a second way, a more powerful way too, by being so linked with capitalism. I want to make it clear that this point is entirely separate from any critique of capitalism. You could be the most hardcore Ayn Rand loving capitalist and it would still be true that liberalism's alliance with capitalism causes it to slide to the right. As explained in episode 2, liberalism exists to justify capitalism. Left-wing ideologies like socialism are incompatible with capitalism, but capitalism is compatible with fascism, and so liberalism slides right a lot easier than it slides left. As an example, let's look at capitalism under some right-wing regimes. Ever hear of Zyklon B, the gas that was used in the gas chambers in the Holocaust? Well, Zyklon is a brand name, not a chemical name. The Nazis bought Zyklon B from corporate manufacturers, mainly a company called Degussa, which also processed the gold fillings of a lot of the people who were murdered. Degussa is still running today as a subsidiary of the Evonik Corporation. Now, obviously, a lot of capitalist businesses that were run by Jews were shut down by the Nazis, but a lot of Gentile capitalists and rich folks and liberals slid to the right and supported Hitler because he opposed the socialists who were challenging. Ça, c'est quelque chose, là. Si vous mettez quelqu'un qui veut faire de l'argent, là, un capitaliste qui veut s'approprier la plus-value de quelqu'un d'autre, c'est intrinsèquement incompatible avec quoi que ce soit qui est réellement à gauche. Fait que si vous le mettez devant le choix entre s'associer, même s'il n'aime pas trop le fasciste, là, même si c'est... Il va toujours le voir comme un moindre mal par rapport à quelqu'un, je vais dire, au socialiste de manière générale. Max, ce serait bien d'avoir vos noms et pseudo Twitch sur vos faces. Ouais, ça pourrait être bien, oui. On prend nom. On prend note. On prend note du nom. On pourrait même avoir nos pronoms. Effectivement. Ça le ferait. Effectivement. Je pense que oui, on pourrait mettre nos pronoms. Mais oui, on va voir ça pour vendredi. Challenging their profits. Even though Hitler's party were called the National Socialists, the name was, deliberately, misleading. The Nazis actually hated socialists and killed quite a lot of them. As another example, in the USA in the 60s, Black Panthers like Kwame Ture noticed that a lot of American white liberals were willing to go to bat for racial segregation. Despite their apparent commitment to freedom, Ture's diagnosis was that white American liberals got economic stability from the status quo, and so they were more likely to side with white supremacists. Quand on dit que le fascisme est un renforcement du statu quo, là, ben c'est ça. Capitalists than they were with a black socialist like MLK. And Qu'est-ce que t'allais dire? La protection du statu quo par la violence. Effectivement. Another example, Ronald Reagan, to name just one US president, provided military and financial aid to Guatemalan governments that were routinely murdering civilians in their thousands because those governments presented themselves as anti-communist, against the far left. We're still seeing this today in the resistance a lot of liberals have to even mildly socialist politicians like Bernie Sanders and Jeremy Corbyn, versus the apparent willingness of the US Republican Party and British Conservative Party, who are still liberal with a capital L, to be soft on white supremacists and form coalitions with anti-LGBT, anti-women's rights creationists. This happens because liberalism supports capitalism, and capitalism goes where the money is. Part 2. Rational self-interest. The second problem with liberalism is that it's wrong about how human beings make decisions.
Liberalism, especially neoliberalism, likes to imagine that human beings are individual, rational decision makers. There's the focus on individualism, which we talked about in episode 1, and also this idea that the best outcome will happen if everybody pursues their own rational self-interest. That idea goes all the way back to Adam Smith, and is key to the way that liberals imagine people navigate the free markets that they support. Again, there are two problems with this. The first is that the model of the rational, self-interested decision-maker is too reductionist. Even if Adam Smith was right that the best result would happen if everyone did that, the point is kind of moot because people don't make decisions like that. You can read all sorts of psychology and economics books that'll show you this. In fact, I've listed a couple I recommend in the description. At the very least, it's not as simple as hardcore liberalism presumes it is. Second, yes, people can make decisions, but the focus on individual decision-making ignores any kind of systemic analysis. One of the best examples I've ever seen on this comes from Helen Sugar, who talks about the way we decide what to eat. Yes, individuals make decisions, but the options from which we can choose are often shaped by forces well beyond individual control. For instance, lobbying. In the USA, government subsidies for crops like corn mean that a lot of cheap, unhealthy oils and sugars enter the food supply, and attempts to change that have to confront the fact that big corn, as funny a phrase as that is a powerful lobby with a lot of influence over government policy. So if we're talking about things like obesity, which Sugar is, the individualistic focus of liberalism is gonna stop us from understanding it. Food isn't the only topic where this happens. Maybe you can think of some others. Частрики. Проблема капитализма. The final problem is one that I'm only going to touch on briefly, and it's that liberalism supports capitalism. In fact, as we saw in episode 2, liberalism assumes capitalism, or at least it always has done. So if there are problems with capitalism, liberalism is going to be supporting and propping up those problems. Now, this is not the place for a sustained critique of capitalism. In fact, I've kind of done that series already. And to be fair, a lot of capitalists don't have a problem with capitalism. Not everyone thinks it's bad. And, since liberalism exists to justify it, a lot of liberals don't have an explicit problem with it either. But a lot of liberals are aware that capitalist energy production is rapidly destroying the planet, and that the poverty capitalism enforces isn't really necessary. And that once again, capitalism is doing deals with the right wing. A lot of liberals are worried that capitalism might not be able to survive the coming waves of automation, or they've noticed that although it generates a lot of wealth, that wealth tends to stay at the top. And some liberals are even starting to notice that some of the so-called benefits of capitalism, like providing innovation and keeping quality high and costs low, are actually beginning to undermine themselves in the long term. And if you're one of the liberals who've noticed even one of these things, whilst you're critiquing capitalism, maybe you might want to start having a look at liberalism as well, comrade. These problems are why I titled this series What Was Liberalism, not What Is Liberalism. New ideologies are emerging now on the left, and white supremacist fascism is re-emerging on the right, which prompts the question, what will come next? And that might just prove to be the most important question of the 21st century. I hope you enjoyed this series. If you did, I have a tip jar at paypal.me/philosophytube. Think of it like me putting a hat round at the end of the lecture. Or patreon.com/philosophytube is where you could make a monthly donation to help me keep making videos like this one. And don't forget to subscribe. Écoute, c'est une bonne façon d'établir un safe space, là, tu le sais que Ouais, c'est ça, exactement. les fascistes, ils vont sortir. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, non, c'est clair. Ils chantent tellement bien, en plus. Non, mais écoute, si tu veux leur donner un red flag, c'est le red flag de tous les red flags. C'est ça. Tout à fait. Très rouge. Exactement. Oui, mon Jack, en fait, Abigail, surtout à ses débuts, là, en restait quand même à du très académique. Là. Oui. Je pense qu'elle se permet de plus faire de l'exploration de thèmes maintenant, là, mais sinon, c'était quand même... C'était presque un cours. Là. Quand même accessible à des personnes qui ne sont pas allées à l'université. Là, mais, ouais, non, mais... Sciences politiques, le point médian de notre auditoire cible. Oui, non, mais écoute, c'est ça que je disais tantôt. Moi, c'est ça que j'aime bien d'Abigail. Okay? Ouais, c'est la science politique, OK.
En bac, OK. Mais, écoute, ouais, non, moi, c'est ça, j'aime bien d'Abigail. Tu sais, t'as un juste milieu entre une vulgarisation qui permet de rendre ça accessible, puis en même temps, t'as assez de détails pour dire que tu t'as pas édulcoré la patente, puis tu sais, là, c'est très décent, là. C'est très, très, très décent. Moi j'ai étudié en philo, mon Jack, puis je te dirais que c'est mon review d'Abigail, toi. Fait que je vois que tu nous enlignes quelque chose d'intéressant. Oui, c'est ça. On vous propose une pause en musique, encore une fois, puis on vous revient avec un John de... C'est John de Duncan qui commente, en tout cas, un vidéo qui avait été, que tu m'avais dit, qui avait été faite par, je vais dire, payé, là, tu sais, par Barack Obama pour... Ouais, ben, je pense que c'est comme coproduit par Barack Obama. Ouais. Là, c'est du... c'est l'État qui se jack lui-même. Là. OK, ouais. C'est de la propagande bien déguisée dans un show sympathique avec un animateur sympathique. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Adam Conover. Il faisait la série Adam Ruins Everything. Là, un show de genre de trivia sur genre des méconceptions communes. Là. Puis c'était bien accessible, bien intéressant. Puis genre... c'est ça, tout le monde est swell, Obama il est swell, puis tout, puis ben John il est pas content, il voit des problèmes. Il voit des problèmes partout, John, il est jamais content. Ah ouais, non, mais écoute, moi, tu me l'as tellement dit une fois, là, Born to be tanné, là, puis je te dirais que c'est vraiment, ça décrit assez bien John de Duncan. Non, mais ouais, et sa génération au complet. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, comme tel, là, le gars, il est hyper brillant, c'est super pertinent ce qu'il dit, là, tu sais. Même si des fois, tu sais, je suis pas d'accord avec lui, là, je vais être honnête avec toi, là. Tu sais, il me semble là, que je veux bien là, que moi je suis un peu partial, là, puis je l'aime bien, le professeur Wolf, là, mais tu sais, il y aurait quand même pu, de tous les marxistes au monde, tu sais, sa critique, il a raison de la faire, tu sais, de penser qu'il y a des marxistes old school, tu sais, qui rejettent le postmodernisme et, tu sais, l'identity politics moderne, tu sais, que, tu sais, qu'ils ont tort, là, tu sais, puis que, tu sais, s'il se fait dire par... Ouais, il y en a des pires que Wolf là-dessus. Là. Puis il y en a plus que juste des pires que Wolf là-dessus. Il y a une vidéo que peut-être qu'on vous présentera dans un cinéma-su associé à une lecture, parce que dans son livre Comprendre le marxisme, il a fait un vidéo associé qui dure peut-être 2 heures et quelques, où ce qui répond aux questions du monde, mais c'est quand même pertinent, là, tu sais, il y a beaucoup de contenu, puis tout ça. Puis, écoute, il dit lui-même ouvertement que les marxistes ont beaucoup à apprendre des postmodernistes et vice-versa. Il est très clair là-dessus, là, puis il est très explicite. Puis... Fait que je sais pas, là, de tous les marxistes qui existent, là, il me semble que ça doit pas. Moi, ça me semble pas être lui qui blaste sur l'identity politics moderne. C'est juste que c'est un économiste. C'est pas son domaine. Il me semble plutôt académique comme personne. Fait que, tu sais, il reste très, très dans son domaine, puis il en parle pas parce que c'est juste pas son domaine, mais... En tout cas, on diverge un peu. Oui, on diverge un peu, mais tout ça pour dire parce qu'on est divergent. Exactement. Mais préparez-vous à entendre quelqu'un qui est bien tanné, bien souvent. Quand on parle de John de Duncan, là, ça va être ça. Tanné. Exactement. Ça va être du monde swell puis quelqu'un de bien tanné. Exactement. Fait que on vous présente, je vous mets de la musique, je vous dirais, très ambiance, très sweet. C'est une trame sonore de jeux vidéo. Disons pour la première, du moins. Je verrai ce que je vous mets pour la deuxième. Mais je vous laisse avec la trame sonore de Stellar. Vous écoutez l'Antipode.